Voilà, mesdames et messieurs, dernier numéro de la semaine. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur vous. Toujours bon à savoir la météo. Découvrons ensemble celle de demain. Voilà, merci au service des programmes pour cette belle carte postale. Au menu ce soir, nous avons 3 rubriques. Nature et bien-être nous plonge dans le monde marin à la rencontre de l'écotourisme baleinier. Horizon Culture s'intéresse aux nouvelles réformes au fond des arts et de la culture. Cela augure-t-il d'un regain de créativité dans le secteur? Restez avec nous pour le savoir. L'Expert reçoit pour vous un cuisinier. Il vient nous entretenir sur la journée des cuisiniers qui se célèbre demain 20 octobre. C'est quoi un cuisinier et comment est-ce qu'on devient cuisinier? Autant de questions qu'on aura à aborder avec l'expert du jour. Nous ferons aussi un tour du côté de la rédaction pour les informations. D'ailleurs, Ulvaïus Balogun est déjà là. Ulvaïus Balogun, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Très bien, ça va. Alors avec vous, nous allons découvrir les titres de ce 1945. Tout à fait. Ce soir, nous parlerons de la journée mondiale de la ménopause. C'était ce 18 octobre, une occasion pour sensibiliser à la santé des femmes en phase de ménopause. On parlera également des femmes qui peuvent désormais se faire poser des prothèses mammaires. Mais tenez-vous bien, ce n'est jamais une mince affaire. Et en ce mois d'octobre rose, mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, les prothèses mammaires retrouvent toute leur importance, surtout après l'ablation du sein. Et enfin, découverte de 2 artistes. L'un est peintre, l'autre sculpteur. Ils ont exposé leurs œuvres à la résidence de l'Union européenne au Bénin. Voilà l'essentiel du menu de ce soir. Voilà, Ulvaïus Balogun, merci pour cette présentation des titres. On vous retrouve exactement à 19h45 pour le déroulement du journal proprement dit. Et on a accès sur le premier plateau du grand rendez-vous à présent, Horizon Culture. Voilà, aujourd'hui nous nous intéressons aux réformes au niveau du FAC. Est-ce un nouveau souffle plutôt pour la création culturelle? On en parle avec Rapi Goudou, qui est journaliste culturel. Bonsoir Rapi Goudou. Bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, nous parlons des réformes au niveau du FAC. Oui. Alors déjà, dites-nous, est-ce qu'avec ces réformes-là, il y a une meilleure collaboration entre ce fonds et les journalistes culturels? Oui, le Fonds des arts et de la culture, parce qu'avant, on l'appelait Fonds d'aide à la culture. Donc, avec le nouveau départ, le nouveau décret qui régit cette institution, c'est devenu le Fonds des arts et de la culture, qui est dirigé par un directeur général désormais, M. Gilbert Déoumalé. Et comme je vais rappeler très rapidement la genèse de ce fonds, mais
pas dans les détails. Je vais simplement dire ce qui a abouti à ces réformes. C'est que le fonds est passé de 600 millions à 800 millions après 1 milliard, après 1 milliard 3, 1 milliard 5, 3 milliards et c'est parti à 5 milliards au cours de l'année 2016. Et quand le président de la République actuelle, le président Patrice Talon, a accédé au pouvoir, le budget général du ministère, disons, a triplé pratiquement. Parce le que ministère de la Culture. De la Culture, parce qu'en 2016, c'était de 11 milliards, mais avec le nouveau départ, parce que n'oubliez pas que c'est l'ancien régime qui avait voté le budget de 2016. Et donc, en 2017, c'est passé à 35 milliards. Donc, déjà dans ces 35 milliards, il y a eu le Fonds des arts et de la culture, disons la cagnotte destinée à financer les arts et la culture, qui est passée à 2 milliards 4. Mais il y a un autre fonds qui s'appelle le fonds de bonification, qui est toujours logé dans l'esprit, dans la logique donc, du Fonds des arts et de la culture. Et ce fonds, au lieu d'être distribué à tout entrepreneur culturel, c'est octroyé uniquement à ceux-là qui ont des régies financières et qui disposent d'une entreprise régulièrement connue par le fixe, et donc qui peuvent aller passer de l'argent à la banque avec des projets bancables. Voilà. Alors, est-ce un problème de garantie? C'est pour ça qu'on en est venu exactement. là. Donc, l'État prend en charge les garanties, rembourse les garanties, mais quand vous allez passer 1 million, c'est que vous payez les 1 million. Mais ce que les 1 million doivent générer pour la banque, auprès de qui vous avez contacté les sous, c'est dit que c'est l'État qui prend en charge. Donc, c'était l'esprit du fonds de bonification. Mais tout ça, c'est toujours le fonds des arts et de la culture. Qui s'en charge. Voilà, donc voilà une première réforme. C'est vrai que les acteurs n'étaient pas habitués à aller passer de l'argent parce que l'action culturelle au Bénin, j'avoue que c'est beaucoup plus disons, de la gratuité pour les spectacles, etc. Donc, le peuple béninois n'est pas encore trop habitué à comment payer, par exemple, l'entrée pour aller en salle. Exactement. Mais c'est un pas qui est fait et on va devoir faire cela parce que pour prouver véritablement l'économie de la culture. D'accord, mais est-ce que ce pas ne va pas agir sur la qualité des œuvres produites à la fin? Non. Est-ce que ça ne va pas émousser l'ardeur des acteurs culturels? Non, pas du tout. Normalement, c'est toujours... c'est pas que l'autre cagnotte qui est destinée à fonds perdu ne disparaît pas du tout. C'est-à-dire, c'est cette cagnotte qui est restée, 2 milliards cette année, et donc les réformes, à savoir réduire l'effectif des membres du conseil d'administration, par exemple. C'est intervenu une nouvelle AOF, attribution, organisation et fonctionnement, a été validée. Et donc, désormais, le corps des experts qui étudiait, ce n'est plus par désignation tacite, et aussi la désignation au niveau du conseil d'administration, on a désormais 2 acteurs clés qui représentent tout le secteur culturel. D'accord, c'est vrai que la plupart des acteurs culturels dénonçaient une certaine opacité dans la gestion de ce fonds. Exactement, parce qu'avant, non, avant, c'était que les acteurs étaient majoritaires, pratiquement, parce qu'il y a le président de la République qui envoyait son représentant, le ministre et le ministère des Finances qui envoyaient leurs représentants. Mais tout ça réuni, c'est que les acteurs culturels avaient la majorité. On les appelait les artistes, donc ils avaient la majorité. Mais on a vu ce que le fonds d'aide a été. Comme c'est eux qui décident de l'octroi de la cagnotte, bon, ils l'octroyaient à qui ils voulaient, sans forcément tenir compte de la qualité ou bien disons, des retombées économiques des projets. De la bancabilité du projet, exactement. Bon, nous ne sommes pas dans le domaine de la bancabilité, mais en réalité, c'est dit, les projets, disons, les projets qui peuvent rapporter mieux, peuvent être là et ils vont financer d'autres projets qui, par exemple, les arrangent plus. Donc, c'est ça qu'on a connu, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas mesurer de façon, disons, très concrète l'impact du fonds d'aide à la culture. D'accord. Si vous permettez, Rapigoudou, pas que je vous coupe la parole, mais est-ce qu'un projet, parce que là, nous sommes dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'esprit, est-ce que véritablement un projet qui intéresse est forcément un projet qui est rentable? Parce qu'il y a parfois de ces projets qui sont intéressants, autant pour la nation, question
peut-être qui préoccupe les populations et qui peut ne pas, in fine, être rentable, mais et pourtant un bon projet. Je comprends votre esprit. En fait, vous voulez parler de projets qui rapportent de l'argent. Oui. Non. En fait, la rentabilité n'est pas que financière. Justement, voilà. Parlez-nous un peu de cette exactement. rentabilité. La rentabilité, par exemple, ce qui mesure l'économie de la culture, il y a les structures culturelles. Si, par exemple, je mets en œuvre un projet et que je crée des emplois au sein du secteur culturel, c'est que j'ai rapporté à l'économie de la culture. Oui. D'accord? Si je mets en place un projet et qu'au plan infrastructurel, j'arrive à motiver, par exemple, une collectivité locale à mettre en place une infrastructure culturelle, c'est que c'est rentable, c'est-à-dire pour le peuple béninois. Si, dans la mise en œuvre d'un projet, j'arrive à mettre la joie dans toute une population, par exemple, les gens se sont, vous avez vu le festival amusés, ils ont oublié les soucis et tout ça, ça leur permet de faire du sang neuf et d'aller encore avec beaucoup plus d'ardeur au travail pour produire autrement. Et quand c'est des projets qui font venir des étrangers, c'est qu'il y a la taxe sur unité, la taxe sur embarquement, il y a la restauration, les petits cadeaux souvenirs. Donc beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte pour la rentabilité. Exactement. Donc la rentabilité n'est pas que directement financière, mais la culture joue un rôle. Une bonne nouvelle pour les acteurs. Exactement. Et c'est que les outils pour mesurer tout ça au Bénin, c'est parce que le mécanisme de mesure manque. Vous voyez que jusque-là, on pense que la culture est un secteur budgétivore. Est-ce que les réformes sont passées par là? Les réformes sont passées par là. Et aujourd'hui, on étudie, disons, dans le contenu des projets, ce qui peut véritablement apporter, disons, une ligne de satisfaction sur le plan là. On essaie de voir ça. Maintenant, l'autre réforme qui est sous-entendue, qui a été toujours, disons, voilée, c'est que lorsque le Fonds des arts et de la culture finance, il faudra quand même qu'il y ait de visibilité pour ce que le gouvernement fait. Parce que c'est le gouvernement qui met de l'argent là pour aider la mise en œuvre des projets. Mais il se fait que des acteurs parfois prennent les sous et ils sacrifient l'aspect communicationnel. Et dans la ligne communication, c'est-à-dire dans le volet communication, il y a plusieurs lignes. Peut-être que ça leur revient cher. Ils trouvent peut-être que ce n'est pas nécessaire. Exactement. Le projet parle de lui-même, pas besoin de le défendre. Non, non. Lorsque vous prenez de l'argent, il y a toujours une contrepartie. Et la contrepartie se fait pas soit échange de marchandises, mais échange de visibilité. Donc, vous me financez, moi je me charge par exemple de mettre, disons, sur l'affiche, disons, à la manchette, votre logo, et de dire dans tous mes discours, ou bien sûr tous mes supports de visibilité audiovisuelle, par exemple, de citer votre identité. Ça, c'est déjà important. Mais il se fait que, aussi, dans les écrits, parce que les journalistes qui sont formés, les journalistes spécialistes, donc les journalistes culturels, sont parfois associés à ces projets-là. Et c'est leurs écrits, les émissions à la télé, à la radio, et tout ça qui prouve parfois, disons, la qualité de votre œuvre, donc de la mise en œuvre de votre projet. Et donc, mais ces journalistes culturels ont toujours été sacrifiés. Comme quoi, on peut les appeler pour dire, bon, je n'ai pas l'argent et on n'a rien reçu. Donc, en disant déjà cela, c'est que le journaliste est venu avec la logique, la logique de bénévolat. D'accord? Et le journaliste vient et il constate en fait qu'il y a un fonds d'aide à la culture dans un coin là-bas. Dans un coin? Oui, dans un coin, parce que ce n'est pas trop visible. Les gens, ils prennent l'argent pour prouver qu'ils n'ont pas eu d'argent à certaines personnes qui doivent travailler avec eux et puis qui sollicitent. Ils sont obligés de sacrifier la visibilité du FAC qui les a financés. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que le FAC compte gérer ça? Aujourd'hui, contre toute attente, c'est-à-dire on a eu des directeurs passés qui ont collaboré avec des journalistes culturels. Je ne peux pas dire non. Mais celui qui est là maintenant, c'est la première fois qu'un engagement aussi fait mépris. Gilbert Deoumalé, il a officialisé ce partenariat. Sous quelle forme? Ce n'est pas un partenariat qui nous lie, ou par exemple, au point de nous bâillonner sur des points qui ne sont pas bien à dénoncer. Justement, le risque est grand. C'est un partenariat libre, mais qui donne la caution du travail bien fait. Ça veut dire que nous, le travail que nous faisons,
déjà, c'est l'objectivité, l'impartialité qui nous guide et l'humilité, naturellement. Et donc, si on va sur le terrain et on voit comment les gens mettent en œuvre leurs projets, nous le faisons dans les comptes rendus de nos papiers et dans les émissions, les radios, le journal parlé, le journal télévisé, etc. On le fait naturellement, mais le fonds d'aide, ou le fonds des arts et de la culture, en tire donc la leçon, la teneur de comment ça a été fait. Comment ça a été géré? Ça a été géré. Donc, c'est ça en fait. Et le directeur général Gilbert Deomale nous a sollicité à ce que nous puissions travailler dans ce sens. Mais si nous devons travailler dans ce sens et qu'on laisse les initiateurs de projets nous approcher directement, le risque est grand qu'on ne puisse pas, par exemple, dénoncer ce qu'il a mal fait. D'accord. Et pour vous, quelle serait la meilleure forme? Du coup, il a, à partir donc, de l'année prochaine, où le budget sera vraiment total, il dit la ligne de la communication qui s'occupe de tout ce qui est média doit être affectée aux journalistes culturels. D'accord. Et qui ont leur association. D'accord. Et voilà, donc, Monsieur Rampigoudou, si vous permettez, il nous reste exactement 1 minute. Alors, cette nouvelle, est-ce qu'elle a été bien accueillie par les journalistes culturels que vous représentez ici sur ce plateau? Oui, naturellement, parce que c'était à l'occasion d'un déjeuner de presse que cela a été annoncé. Et nous étions très contents. Et nous avons donc émis quelques propositions, des stratégies pour pouvoir réellement respecter ce qui a été dit. Est-ce que vous vous êtes déjà organisé à votre sein? Nous, on ne veut pas prendre de l'argent chez les gens, mais déjà, en notre sein, il y a un répertoire qui est là. Et c'est à base de ce répertoire que désormais, les projets qui vont bénéficier du financement du Fonds des arts et de la culture doivent forcément faire avec le répertoire de ces journalistes culturels-là connus. Nous ne sommes pas nombreux. C'est à travers l'association, non? Oui, naturellement. C'est à travers les associations. Il y a le REJAC, le réseau des journalistes et animateurs culturels que je préside. Il y a le Noyau Critique, l'association des journalistes critiques d'art pour le développement. D'accord. Merci Rampigoudou d'avoir partagé toutes ces informations avec les téléspectateurs. Les acteurs culturels aussi nous suivent dorénavant. Ils sont fixés, ils savent à quoi s'attendre. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci. Le prochain plateau à présent, on parle cuisine avec l'expert. Journée internationale des cuisiniers. Zoom sur le tablier. On en parle avec Yves Adéon, qui est chef cuisinier. Yves Adéon, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes chef cuisinier. Une journée pour célébrer les cuisiniers. Est-ce que cela vous ravit? Oui, ça fait vraiment plaisir qu'une journée, ou une journée du moins, ça a été dédiée spécialement aux cuisiniers. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que dans le secteur de la cuisine aujourd'hui à Cotonou, c'est un peu difficile d'évoluer dedans. Si on veut progresser réellement, c'est difficile de sortir tête à Cotonou, pour ne pas dire au Bénin principalement. Donc, ça fait vraiment plaisir qu'une journée a été dédiée spécialement pour les cuisiniers. D'accord. Alors, on reviendra peut-être sur les difficultés, mais déjà, parlez-nous un peu. Pour vous, c'est quoi être un cuisinier? Être un cuisinier, c'est d'abord s'adapter, improvisionner à tout ce que tu trouves, par exemple, dans ta cuisine, sous la main. À travers, voilà, à travers des ingrédients que tu trouves sous la main et réaliser quelque chose de waouh. Être un cuisinier, c'est être un artiste. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un cuisinier et une femme de ménage ou nos moments aujourd'hui de nos jours. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a eu de mieux. D'accord. Alors, il faut dire que sous nos cieux ici, pendant longtemps, la cuisine était un secteur réservé aux femmes. Aujourd'hui, nous avons des hommes aussi, comme dans d'autres pays qui s'intéressent à la cuisine. Comment est-ce que les hommes se sentent derrière les fourneaux, je me demande? Non, ben, la cuisine, quand ça devient une passion pour toi, ça devient une fierté, au fait. D'être à la cuisine, des fois, avec la femme, cuisiner avec la femme, dire à la femme, écoute, ça, c'est comme ça. D'accord. Ça devient un plaisir d'apprendre encore ce que la femme a l'habitude de faire. Alors, je crois que c'est vos femmes qui doivent être heureuses. Mais est-ce que de temps en temps, vous, à la maison aussi, vous allez à la cuisine pour pouvoir soulager madame? Est-ce que ça vous arrive? Oui.
Parce qu'il y a des jours où tu as envie de manger peut-être quelque chose de spécial et que ta femme ne peut pas le faire. Donc tu dis, écoute, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Il n'y a pas de concurrence parfois dans la cuisine? Ah non. Parce que normalement, c'est son terrain de chasse. La cuisine, c'est sa chasse gardée. Mais voilà, Marie cuisinier, comment elle fait? Oui, parce qu'elle-même sait déjà que c'est une compétition qui a été déjà gagnée d'avance, donc elle ne peut pas... Gagnée d'avance par le chef cuisinier. Alors dites-nous, voilà. Revenons un peu sur les difficultés. Il faut dire qu'aujourd'hui, à Cotonou, nous avons des services de livraison un peu partout. Nous avons des restaurants qui poussent à tous les coins de rue. Nous avons des gargotes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un boom dans le secteur de la cuisine à Cotonou? Oui, aujourd'hui, j'avoue que la cuisine, ça prend de l'ampleur à Cotonou parce que tout le monde ne veut plus préparer aujourd'hui en temps plein parce que il n'y a plus assez de temps pour pouvoir faire la cuisine. Les femmes avant, elles passent assez de temps à la maison, mais aujourd'hui, toutes les femmes sont au bureau. Le mari sort de la maison, donc il n'y a plus de temps pour venir à la maison cuisiner à son homme. Donc à midi, il y a un cuisinier à la maison où on commande quelque chose à côté pour pouvoir satisfaire la faim. Quand vous rentrez, d'abord tout le monde est fatigué, d'autant donné que la femme aussi est partie travailler. L'homme aussi est parti travailler. Maintenant, qui viendra jouer? Qui viendra cuisiner? Voilà. Donc, du coup, beaucoup préfèrent, s'il y a les moyens, on préfère avoir un cuisinier à la maison pour pouvoir manger quelque chose de potable, de sain. Donc, je vois qu'aujourd'hui, honnêtement, ça prend de l'ampleur et les gens reconnaissent un peu, pas tout le monde. Il y a certains qui reconnaissent un peu la valeur des cuisiniers. Parce qu'il y a cuisiniers et il y a cuisinier professionnel et cuisinier sur le tas. Justement, c'est quoi la différence entre un cuisinier professionnel et un cuisinier sur le tas? À part peut-être le diplôme que l'un a et que l'autre n'a pas. Bon, est-ce que c'est le diplôme? Moi, honnêtement, aujourd'hui, en cuisine, je ne dis pas le diplôme. Tu peux avoir un BTS en hôtellerie-restauration, mais celui qui n'a même pas été à l'école professionnelle d'une cuisine peut mieux faire que toi. Parce que la cuisine, c'est d'être en contact avec les éléments, la matière première, les aliments que tu as sous la main et de savoir cuisiner ce que tu fais et savoir nourrir les yeux. Ça ne sait pas... Vous voulez parler de la présentation. De la présentation du mets. C'est ce qui est important pour un cuisinier. Et un cuisinier doit savoir créer, avoir ses propres recettes. Tu n'es pas obligé de suivre la recette de l'autre, mais prendre un chemin à toi personnel. Mais pour ça, il faut déjà avoir testé plusieurs recettes, peut-être tester des ingrédients, prendre son temps à la cuisine pour s'amuser en quelque sorte. C'est pour ça, au fait, il y a une différence. Par exemple, avant d'être nommé cuisinier, il te faut 5 ans d'exercice de fonction. Cuisinier en chef ou cuisinier simplement? Non, cuisinier simple. Quand tu sors, aujourd'hui, même si tu as un BTS ou tu sors d'une école, d'une formation, tu as ton diplôme aujourd'hui, tu es commis de cuisine, tu n'es pas encore cuisinier. Tu travailles sous les ordres d'un chef? Voilà. Et tu travailles dans une cuisine pendant 5 ans. Et après 5 ans, on te dit maintenant tu es cuisinier. Maintenant, avant d'être chef de cuisine en temps normal, il te faut 10 ans d'expérience ou minimum 8 ans d'expérience avant d'être nommé chef de cuisine. Pourquoi 8 ans d'expérience? Qu'est-ce que tu apprends pendant 8 ans? Voilà. Parce que la cuisine, il y a beaucoup de secteurs. Oui. Comment gérer aussi ta brigade? Parce que si... C'est quoi la brigade en termes clairs? OK. La brigade, c'est l'ensemble des cuisiniers. Ceux qui travaillent avec toi. Donc, ça forme une brigade. Oui. C'est de savoir comment gérer ta brigade. Oui. Comment ordonner et comment créer tes recettes. Tu ne peux pas sortir d'une école aujourd'hui et savoir, bon, si je prends ça, ajouter à ça, ça peut me donner ça. Mais en fonction de ce que tu fais tous les jours, ça te donne plus d'inspiration. Voilà, ça te donne plus d'inspiration et d'approfondir ce que tu es en train de faire. Et c'est de là maintenant que, bon, on dit, celui avec cette expérience, celui-là doit être à la tête d'une cuisine. D'accord. Alors, ce qu'on a toujours reproché aux cuisiniers africains, c'est qu'on aime bien les mets qui nous viennent de l'extérieur, mais utiliser les ingrédients que nos grands-mères utilisaient pour pouvoir préparer et tout,
on oublie tout ça et on n'utilise que peut-être des ingrédients qui nous viennent d'ailleurs. Est-ce que pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on revienne à ces valeurs-là qu'avait notre cuisine locale? Oui, c'est ce qui est important. Et moi, aujourd'hui, honnêtement, c'est ma lutte. J'ai compéti dans plusieurs pays. Mais à chaque fois quand j'y vais, je présente un plat typiquement de chez moi. Et honnêtement, ça me permet d'être à un niveau, au moins dans les 3 premiers. Parce que c'est plus original. C'est plus original. Et vous êtes sûr de ne pas avoir une concurrence sur Merci. ce plat? Et ce que je veux présenter, même le blanc qui est membre de jury ne connaît pas. D'accord. Donc, du coup, ça devient une nouveauté pour lui de découvrir, ah, ça, c'est pour tel pays. Et aujourd'hui, je dis, il faudrait que tous les cuisiniers béninois se rendent compte qu'il n'y a pas mieux ailleurs que chez nous. On peut s'inspirer de nos cuisine produits, locale. merci, et réaliser quelque chose de merveilleux que chez les Occidentaux ou les Européens. Maintenant, qu'est-ce que notre cuisine, parce que souvent on parle de mets gastronomiques, est-ce qu'on ne peut pas dire que notre cuisine aussi, elle est gastronomique, n'est-ce pas? Oui, notre cuisine, elle est gastronomique. Parce que quoi? Pourquoi on met le mot gastronomique? La gastronomie, ça dépend de la présentation, de ce que vous mettez dans votre assiette. Et ça regroupe de ne pas surcharger votre assiette. Parce qu'aujourd'hui, les cuisiniers ou beaucoup de femmes ou beaucoup de cuisiniers ne savent pas quelle quantité il faut mettre dans une assiette. Or, dans la gastronomie, chaque présentation avec la quantité, il faut savoir quel dosage il faut mettre dans l'assiette. Et il ne faut pas dépasser ces bonnes. Donc, dès que vous avez tous ces trucs, nos plats sont déjà gastronomiques. D'accord. Mais souvent, quand vous revenez à chaque fois à la présentation, est-ce qu'on peut dire que la présentation tient un rôle essentiel au niveau de la cuisine? Oui, la présentation, d'abord, c'est la première des choses qu'un cuisinier doit savoir faire. Et moi, je dis quelque chose, quand tu es un cuisinier et tu ne sais pas présenter un plat. C'est ça que vous appelez dressage, non? Voilà, le dressage. Le dressage. Oui. Si tu ne sais pas dresser un plat, tu n'as pas ta place en cuisine. Parce que c'est quoi? Quand la nourriture sort comme ça de la cuisine directement et le client voit, il est impressionné. Et tout ce qu'il a dans sa tête, parce qu'il a eu déjà passé peut-être un bout de temps à attendre la nourriture, il se pose déjà la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire juste à ce temps? Quand la nourriture vient, dès qu'il voit ça, d'abord il oublie tous ses stress, il est content. Et dès qu'il est content visuellement, il ne fait plus attention aux petits détails. Est-ce qu'il va manquer du sel? Est-ce qu'il va manquer ça? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Quand c'est beau, le client ne fait plus attention à tous ces détails. Il mange et ton plat passe facilement. D'accord. Alors, vous avez parlé de présentation. Revenez maintenant un peu au menu. Je crois qu'en cuisine, on parle d'entrée, on parle de plat de résistance et on parle de dessert. Est-ce qu'avec nos habituels plats que nous consommons ici, que ce soit en Afrique ou au Bénin, nous avons ces 3 différentes sortes-là? Oui. Parce que souvent, pour l'entrée, c'est des menus qui nous viennent de l'extérieur. Non. Moi, tout récemment, j'ai créé une recette. Et on avait fait un truc Culti Afrique Gastro. J'ai créé une recette d'entrée à base de goussi sésame. Et je l'ai nommé rouelle de goussi. Ça, c'est un délice. Goussi, là, c'est de chez nous. Si. Donc, il y a fromage peul, wangashi. J'ai créé mes recettes personnelles à base de ça. Je fais, au lieu d'utiliser pommes sautées, j'utilise manioc sauté. Je fais des maniocs sautés. Quand vous mangez, c'est parfait. Donc, on n'a pas... Beaucoup pensent qu'il faut forcément les produits importés pour pouvoir réaliser des entrées, des mets exotiques. Qui vont plaire. Non. Nous avons tout chez nous. Donc, on peut composer, s'inspirer de nos produits locaux et réaliser quelque chose de bon. D'accord. Est-ce que la cuisine, c'est un domaine que vous recommanderiez à des jeunes en quête d'emploi et tout ça? Oui. Moi, je dirais
à Cotonou, parce que d'abord, moi, je parle parce que je suis à Cotonou et je sais ce qu'on endure. Comment se porte le marché de la cuisine à Cotonou? Quand je veux recommander à un jeune ou à quelqu'un d'aller faire la cuisine, c'est d'avoir sa marque. Parce qu'à Cotonou, si tu veux sortir du lot, il faut avoir ta marque. Parce que ta marque, c'est quoi? C'est de te spécialiser dans quelque chose et dans un domaine. Et dire ça, c'est-à-dire quand on va appeler 10 cuisiniers qui viendra, c'est-à-dire ça serait difficile de trouver une seule personne qui peut faire exactement la même chose que moi. D'accord. Et d'être aussi indépendant. D'accord. De ne pas être salarié quelque part. Même si tu es salarié quelque part, il faut être indépendant. D'accord. Mais quels sont les débouchés qui existent ici à Cotonou dans le domaine de la cuisine? C'est-à-dire quand tu as fini de te faire former, quels sont les différents débouchés qui existent? Bon, quand vous finissez votre formation, vous avez la chance peut-être d'être embauché quelque part. Dans une cuisine. Dans une cuisine un peu à un standing un peu élevé. Ou d'être dans un hôtel élevé 5 étoiles, 4 étoiles, et qui vous permettent d'avoir plus la main dans ce que vous faites. Maintenant, pour mister un peu s'il y a la possibilité peut-être de sortir de son pays, aller faire d'autres stages ailleurs, apprendre ailleurs et revenir mister tout ça, ça vous donne plus de force dans ce que vous faites. Oui, il nous reste exactement 30 secondes, si ma chef d'édition le permet. J'aimerais que vous puissiez vous prononcer sur le fait que de nos jours, de plus en plus, les plats africains sont très appréciés sur le plan international. Comment cela s'explique? Parce que quoi, nous avons assez d'épices chez nous. Et c'est ce que les Blancs n'en ont pas. Et le Blanc ne sait pas cuisiner. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Non. Hein, parce que les plus grands chefs cuisiniers, oui, vous savez pourquoi ils sont blancs. Oui, pourquoi je dis ça? Nous avons les produits directement peut-être du jardin. D'accord. Mais chez eux, c'est les produits préfinis qu'ils utilisent. D'accord. Quelqu'un a déjà travaillé ça à moitié, l'autre a travaillé à moitié. Eux, ils prennent et puis ils font la combinaison. Ça vous demande alors un peu plus de travail. On aurait compris. Merci Yves Adéon. Nous rappelons que vous êtes chef cuisinier. Avec vous, nous avons parlé de la journée internationale des cuisiniers et on s'est rendu compte qu'un homme peut être très très à l'aise derrière les fourneaux avec son tablier au cou. Et d'ailleurs, vous avez votre toge de chef, on a remarqué sur ce plateau. Merci. On passe à présent à un autre plateau. Avec Amandine Nyambossou et son invité sur la question d'écotourisme baleinier. Alors, vous le savez, on en a parlé déjà en début de semaine. On clôture la semaine avec l'écotourisme baleinier, avec le même invité d'ailleurs, José Baudrenou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur de Nature Tropicale. Bien sûr. Et un habitué des plateaux de BB24. Bien sûr. Oui. Amandine Nyambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Votre charmant sourire m'a manqué. Hein? Alors, je vous laisse avec votre invité. Et voilà, la dernière fois, on parlait de l'écotourisme baleinier. Est-ce une manière de protéger les baleines? Et on avait arrêté la discussion sur une question que vous aviez posée, dont on démarre aujourd'hui, justement par cette question. Agnat Bello qui voulait savoir si l'écotourisme baleinier change la perception que nous avons de ces grands animaux. Et voilà, je crois je peux répondre par l'affirmatif. Oui. Parce que, comme je le disais, nos ancêtres, surtout les pêcheurs, connaissaient cet animal qui vient proche de nos côtes tous les ans. C'est dit, depuis que le monde est monde, comme je l'ai dit, ces animaux venaient. Et ceux-là connaissaient ces animaux, même ils ne les ont pas étudiés de façon scientifique, mais connaissaient le comportement de ces animaux, savaient quand est-ce que ces animaux viennent, quand est-ce que ces animaux repartent, et peut-être n'ont pas cherché à savoir les détails, s'ils n'ont pas eu la chance d'assister peut-être à la naissance d'un bébé baleine, mais ils savent que ces animaux venaient et il y a souvent des petits avec. Maintenant, pour que le grand public puisse connaître ces animaux,
c'est grâce à ce que faisaient nos parents. C'est parce que ceux qui ont l'habitude d'aller là-bas, parce que le bateau qui ramène des conteneurs, ce n'est pas la tortue ou l'oiseau qui vole des sucres qui intéresse le capitaine. Lui, c'est d'amener la marchandise au port. Mais le pêcheur pêche en permanence et de temps en temps, il contemple la nature. Il contemple la nature. Il voit des dauphins, surtout ici, on voit des dauphins rentrer dans leur filet et prélever des poissons et ressort. Et ou même vient s'amuser avec ces pêcheurs dans leur filet. Et là, vous savez, c'est ceux-là qui ont donné l'information aux scientifiques. Parce que le scientifique, il n'est pas, même un océanographe, c'est pendant ses recherches qu'il est parti en mer 1-2 fois et fait des travaux, ou bien quelques mois. Donc mais le pêcheur, il est en mer pratiquement tous les jours. Et là, il constate beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un certain moment... Il constitue une base de données. Une base de données, voilà. Ils ont commencé par partager l'information. Ils ont commencé par dire, ah, nous, on a vu ceci, on ne sait pas quoi, on connaît dans notre langue, mais peut-être... Ça pourrait avoir une importance. Dans notre langue, ils l'appellent comment? Et la baleine, par exemple, chez les Pédas, je crois, ils appellent ça bossero. 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 Mais alors que les fonds et autres disent Djamandjatran. Djamandjatran, ça veut dire quoi? C'est que celui qui n'a pas l'habitude d'aller en mer, et qu'est-ce qu'il constate? Nous avons eu ce phénomène sur nos plages où des baleines ont échoué. Oui. Une baleine qui échoue, c'est, voilà, avec la taille de cet animal, quand ça meurt en mer, quel que soit c'est-à-dire ce qu'il a tué, c'est quand l'animal commence par pourrir. Qu'il revient, que les vagues l'amènent sur la plage. Ça veut dire que c'est de la pourriture qui vient sur la plage. Et quand ça vient, malheureusement, les populations se jettent dessus, découpent et autres. Et vous savez, la marée se passe... Est-ce qu'ils n'en meurent pas, non? Ça tue pas? Je vous dis que ça tue. C'est de l'intoxication. C'est de l'intoxication, de la pourriture qui vient. Et quand ça vient, des gens vont découper pour dire ça sert à faire des médicaments, ça sert à faire ceci et autres. Mais quand la marée monte ou descend toutes les 6 heures. Mais ça veut dire que dans une journée, il y a 4 marées. Parce que c'est 24 heures, ça fait 4 marées. Et là, quand la marée monte, ce que vous avez retrouvé sur la plage la veille repart. Et c'est pour cela les fonds ou les goûts, les women, ils appellent Djamandjatran. C'est-à-dire on coupe, et après l'animal repart. C'est faux. Ce n'est pas l'animal vivant qui repart. On ne peut pas couper l'animal vivant et après l'animal va repartir. C'est une très belle anecdote sur ce plateau. C'est pour cela que nous pensons que, comme vous avez demandé, est-ce que ça permet de mieux connaître à travers et de ne plus avoir peur de ces animaux. À travers l'écotourisme qui s'organise à travers le monde, les gens commencent plus à connaître l'animal, connaître son comportement et aussi savoir que c'est des animaux qui sont pacifiques et qui, naturellement, Dieu les a créés pour que... Ce n'est pas des animaux surnaturels. Ce n'est pas des animaux Ce ne sont pas des Djamandjatrans. Ce ne sont pas des Djamandjatrans. Mais ces animaux, maintenant, viennent offrir le plaisir. Ça veut dire que c'est impressionnant qu'un animal, vous approchez de l'animal et l'animal étudie votre comportement et commence par sauter de l'eau pour se faire simplement voir. Parce qu'ailleurs, les gens disent « Ah, ça va sauter dans les bateaux. » Non, ça ne saute pas dans les bateaux. On a peur. On est réticent. Oui, on est réticent, on a peur de ça. Mais c'est surtout parce qu'il est très grand. Oui, il est très grand. C'est des animaux qui vont jusqu'à 30 tonnes. Vous voyez la taille. Vous l'avez dit la dernière fois. Vous voyez. Et là, ces animaux commencent par se faire connaître, par se faire voir. Je dis quelquefois que ces animaux se mettent sur le ventre et dansent. Quand vous les voyez battre les 2 mains. Non, le spectacle est émouvant. Il est beau. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour protéger ces animaux? Voilà, je crois qu'il y a du travail à faire. Et d'abord, c'est un animal hors de notre possibilité de capture. Ça veut dire, je parle bien de la baleine, je ne parle pas des dauphins, mais les baleines, avec leur poids, je crois que, je ne dis pas les humains en général, mais je dis que nous, Africains, nous n'avons pas les moyens pour aller les tuer. Dans certaines cultures, les gens consomment la baleine. La baleine a fait objet d'une chasse au niveau international. D'accord. Mais aujourd'hui... Dans quelle culture? Partagez avec nous. Chez les Norvégiens, par exemple, chez les Russes, même au nord du Canada, la baleine est tuée, consommée. Mais au Japon, c'est dans l'art culinaire japonaise. On interdit, on ne peut pas empêcher cette culture. Ils sont nuls, même très... On peut réglementer. Non, c'est réglementé. Et le travail qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on pense à l'utilisation durable. Parce que
Vous savez, quand vous avez de la richesse et vous consommez localement, après vous constatez que, on peut transformer et vendre. Ça veut dire que le commerce rentre dedans. Le commerce est réglementé. Mais les gens travaillent aujourd'hui pour qu'on laisse libre la chasse. Si on va chasser librement, ça veut dire qu'on va créer plus de consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne consomme pas. Si on vient nous montrer que des plats sont intéressants à partir de la baleine, on va commencer par s'intéresser. Et maintenant, voilà que ces animaux viennent proches de notre côte pour les reproductions. À défaut de tuer la mère, ils vont même tuer l'enfant. Voilà les risques qu'il y a. Ça veut dire, la question c'était de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour les protéger. C'est dit, nous devons travailler à ce que la chasse commerciale ne soit jamais autorisée. La chasse pour faire des prélèvements, parce que nous venons d'une réunion où on a autorisé les peuples autochtones à faire des prélèvements. Et parmi ces peuples autochtones, il y a les Canadiens, il y a le nord du Canada, il y a les Russes, même au niveau du Japon, il y a des possibilités de faire des prélèvements. Je crois que ou mieux les étudier, ce n'est pas seulement les étudier, même pour la consommation. Il y a un certain quota à prélever par an. Mais si on ouvre la chasse commerciale, les gens vont tuer comme ils veulent. Et là, on risque de perdre cette ressource. Ça, c'est un. Mais avant, si ces baleines ne commencent pas à se sentir peut-être en insécurité sur nos côtes, ils ne viendront plus. Voilà, il y a ce risque. Si on commence à faire la chasse ici, on risque de perdre ces animaux. Mais une autre chose à faire, il ne suffit pas de dire on ne fait pas la chasse, mais il faut donner de l'espace à ces animaux. Aujourd'hui, il est reconnu que le sud de l'Atlantique, ça veut dire qu'en prenant de l'Afrique du Sud jusqu'à la partie gabonaise, mais l'Est, c'est-à-dire en allant vers l'Atlantique Nord, comme le cas du Bénin par exemple, on sait que c'est un sanctuaire de reproduction. Au niveau de la communauté internationale, à travers le Brésil, l'Afrique du Sud, il y a des engagements qui sont pris, il y a des propositions qui sont faites pour que ces zones soient déclarées des zones intégralement protégées. C'est-à-dire que on doit travailler à la création des espaces. Au Bénin, par exemple, nous avons le parc Pandjari, nous avons le parc W. C'est pour préserver les dernières populations des animaux, comme les éléphants, les lions. Il faut un parc marin. Non, ce n'est pas seulement souris. Le travail se fait au niveau international aujourd'hui. Il faut créer des parcs marins. Des parcs marins naturels. Au Sénégal, vous avez des parcs marins. Au Gabon, ça, on a un grand intérêt. Ce n'est pas seulement les baleines. C'est que quand vous avez de la réserve, vous protégez, vous réglementez, et la pêche se fait de façon surveillée, c'est qu'on peut en tirer gros. Une dernière question rapidement. En quoi l'écotourisme baleinier est une opportunité pour le Bénin pour finir? Je crois que le gouvernement doit intégrer la problématique écotourisme baleinier dans sa politique, dans le plan d'action du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le plan d'action du gouvernement, il est prévu la création des sites balnéaires. La baleine, c'est l'animal le plus grand qui existe aujourd'hui au monde. Et en utilisant seulement l'image emblématique de cette baleine, on peut attirer beaucoup de touristes. Et ça se fait déjà ailleurs. Il suffit de voir ce qui se fait ailleurs et voir comment nous pouvons l'adapter. Et étudier toute la filière, structurée, et ça va apporter beaucoup de devises. Et il faut que le gouvernement accompagne déjà ce que vous faites pour que nous le souhaitons vivement. Ça rapporte assez de devises à notre pays. Bien sûr. Et nous espérons que le gouvernement fera de son mieux pour accompagner l'initiative. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Baudrenou. Merci, monsieur. Monsieur Baudrenou, comme j'adore les dernières questions, est-ce que vous pensez que l'écotourisme baleinier a un beau jour, c'est-à-dire un bel avenir? Bien sûr. Et là, je vais demander au gouvernement que le Bénin ne soit pas toujours le pays qui prend des initiatives et après perd sa place. Parce que les autres qui sont en train de voir ce que nous faisons, le Bénin est le seul pays, c'est-à-dire du Nigeria jusqu'à Mauritanie, nous sommes le seul pays où il y a ce partenariat et ça se développe. Et cette année, nous avons déjà déplacé plus de 700 personnes en mer. Voilà. Mais les autres, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, où nous avons fait... Ils nous observent aussi. Non, ce n'est pas qu'ils nous observent. Ils sont venus assister à des tours. Et ils ont dit, mais comment vous pouvez nous aider pour qu'on commence chez nous? Voilà. Et si ceux-là commencent, c'est les mêmes animaux. Ils sont ici, ils sont là-bas aussi. Si les gens structurent vite et bien, je crois que le touriste préférera aller là-bas que de venir ici. Merci, mesdames et messieurs. Le grand rendez-vous, vous le savez, l'heure du journal est sacrée. Ulvaïs Balogun s'impatiente et est déjà là. On le laisse pour le journal.
Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. Voici le sommaire de cette édition. Journée mondiale de la ménopause, c'était ce 18 octobre, une occasion pour sensibiliser sur la santé des femmes en phase de ménopause. Se faire poser des prothèses mammaires n'est jamais une mince affaire. En ce mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, on parle de ces prothèses mammaires indispensables après l'ablation. Enfin, l'un est peintre, l'autre sculpteur, deux artistes qui ont exposé leurs œuvres à la résidence de l'Union européenne au Bénin. Découverte de ces artistes. Je vous l'annonçais, hier 18 octobre, c'était la journée mondiale de la ménopause. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus et qu'un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Eh bien, cette année, l'accent est mis sur la campagne de sensibilisation sur le bien-être sexuel après la ménopause. Retour sur un reportage réalisé par Heureuse Danondé. La femme cesse de procréer à un stade donné de sa vie. Ceci n'est pas volontaire, mais s'impose à son corps. Le phénomène normal, selon les gynécologues, est appelé la ménopause. Il faut dire que quand on parle de la ménopause, on distingue deux périodes. La période de la périménopause ou de la préménopause qui dure environ 5 à 7 ans. Puis après survient la ménopause même qui va se caractériser par l'absence des règles pendant une période de 12 mois successifs. C'est une période normale de la vie d'une femme qui est en fait la cessation de l'activité de la vie reproductive de la femme. Quoique normale, la ménopause surprend toujours la femme. La nécessité de savoir reconnaître les signes avant-coureurs reste donc de mise. Alors, en quoi consistent ces signes? Le premier signe qui amène souvent les femmes à consulter, c'est les bouffées de chaleur. La femme va commencer à ressentir des bouffées de chaleur qui vont la prendre vers l'abdomen, vers le thorax, qui vont remonter vers le visage. Le deuxième signe, c'est la sudation. Surtout nocturne, elle va se réveiller en sueur la nuit avec ses paumes de main et la plante des pieds qui sont totalement moites, qui est une sensation très désagréable. C'est également la perturbation de l'activité sexuelle liée en fait à la sécheresse des muqueuses. La baisse des hormones va entraîner une sécheresse des muqueuses, notamment de la muqueuse vaginale, ce qui va se traduire par parfois des démangeaisons au niveau de la vulve. Et évidemment, du fait de la sécheresse, des rapports sexuels qui deviennent douloureux. Il y a d'autres signes, la nervosité, l'irritabilité. Donc il faudrait que les hommes comprennent que lorsque, au cours de cette période-là, les femmes deviennent irritables, c'est juste les hormones qui sont en train de parler. Ce phénomène se manifeste chez toutes les femmes, mais de diverses manières. Par exemple, les femmes qui prennent du poids, qui sont, excusez-moi le terme, grosses un tout petit peu, vont vivre de façon moins accentuée les troubles là parce que la graisse va se transformer par des mécanismes biochimiques en oestrogènes qui vont de fait diminuer les troubles. Il y a également une perception culturelle. Dans certaines sociétés comme en Asie par exemple, le fait de passer au stade de la ménopause traduit une plus grande responsabilité. Et la femme va se sentir plus valorisée. Donc, elle vivra un peu mieux peut-être ces troubles-là. L'âge moyen de la ménopause reste encore constant dans le monde, 50 à 51 ans. En Afrique, 53 ans. Alors, de façon normale, la ménopause va s'installer entre 45 ans et 55 ans. Dans cette fourchette de 10 ans, donc la moyenne est 50 ans. Mais lorsqu'elle survient avant 40 ans, c'est là où on parle de ménopause précoce. Il faut dire que l'âge de survenue de la ménopause est surtout lié aux gènes. C'est familial. Quand dans la famille, la mère, l'arrière-grand-mère a eu ça autour de 40, 42 ans, à
attendez-vous à ce que les filles l'aient également comme ça. Lorsqu'on opère une femme et on lui enlève les ovaires également, on crée une ménopause chirurgicale. Lorsque la femme souffre de cancer et on lui fait une radiothérapie, une chimiothérapie, en fonction des doses de médicaments qui sont utilisées, on peut également entraîner ce qu'on appelle une castration, c'est-à-dire qu'on entraîne une cessation de l'activité des ovaires qui peuvent reprendre ou ne pas reprendre en fonction des doses utilisées. Donc, il y a plusieurs autres mécanismes qui peuvent expliquer la précocité de la ménopause. Mais je peux le dire aujourd'hui, ce qui nous gêne le plus au Bénin, c'est vraiment l'utilisation anarchique des médicaments induisant l'ovulation. Par rapport à ma propre expérience et à l'expérience des collègues qui consultent par rapport aux publications qu'on a eu à faire au Bénin, la ménopause n'est pas si précoce que ça. Au Bénin, la précocité de la ménopause est encore moindre, certes, mais savoir vivre avec est la principale préoccupation de toute femme. Pour celles qui sont déjà ménopausées, je pense je vais leur donner des conseils en termes de prévention des conséquences. Les conséquences, c'est déjà, comme je l'ai dit, l'ostéoporose. Il faut prendre des aliments qui sont riches en calcium. Il faut avoir une activité physique régulière. Rien que la marche, déjà, ça peut aider. La ménopause expose au cancer de l'endomètre, le cancer de l'utérus. Donc, il ne faut pas négliger. Le cancer du sein doit être dépisté. Le cancer du col de l'utérus doit être également dépisté. Ce n'est pas parce que la ménopause s'est installée que les problèmes liés à l'appareil reproducteur sont arrêtés. Il faut également penser à prendre, pour les femmes qui ne sont pas encore ménopausées ou bien qui le vivent difficilement, à prendre des aliments qui sont riches en phytoestrogènes. Et en les consommant, ça diminue un peu quand même les symptômes et améliore la qualité de vie. Le principal aliment que je leur recommande, c'est le soja. L'état de santé au moment de la ménopause est en grande partie la conséquence du vécu antérieur de la femme, selon le bilan de la décennie 90 publié par l'Organisation mondiale de la santé. La femme, pour un petit geste qu'on fait quotidiennement, peut se casser l'os, surtout l'os de la cuisse. Deuxième conséquence, l'installation de la ménopause peut exposer au développement de certaines maladies comme le cancer de l'utérus. Traitée ou pas traitée, la ménopause reste un dilemme pour le médecin et pour la femme. De la ménopause au cancer du sein, une autre maladie qui frappe les femmes. Eh bien, la perte d'un sein due à une chirurgie altère souvent l'image corporelle et la perception des femmes, ou plutôt la perception que les femmes ont d'elles-mêmes, dû le recours aux prothèses mammaires pour retrouver une silhouette féminine en toute sécurité. Quels sont les différents types de prothèses mammaires qui existent? Réponse dans cette interview réalisée par Marianne Bossemende et Ghislain Mponou. La prothèse mammaire, c'est on va dire un petit appareillage qui est en silicone et qui permet à la femme de remplacer un sein lorsqu'elle a été opérée. Alors je précise que c'est une prothèse externe, pas une prothèse que l'on met après une opération chirurgicale. Alors, cette prothèse est très utile dans la mesure où elle permet à la femme opérée de retrouver son équilibre et sa féminité également. En matière de type de prothèse mammaire externe, il y en a environ 3 ou 4 types, mais on va les regrouper plutôt en 3. On va avoir la petite prothèse en textile qui permet à la femme opérée de sortir de l'hôpital juste pour avoir une apparence visuelle féminine. Elle est très molle avec un peu de mousse dedans. Celle-là, il faut la porter 2 mois jusqu'à entière cicatrisation. Puis on passe à la prothèse standard ou aux prothèses adhérentes. Les prothèses standards sont des prothèses que l'on glissera dans un soutien-gorge adapté également. Ou alors, lorsque l'on ne l'a pas, on adaptera le soutien-gorge en fonction de la prothèse demandée. Par contre, les prothèses ne se choisissent pas à tout hasard.
Il y a tout un protocole pour pouvoir attribuer une prothèse à une dame en fonction de sa taille de sein, de soutien-gorge, du poids et de plusieurs autres paramètres. Il y a aussi la prothèse adhérente, c'est celle qui se colle directement à la peau, pas avec de la colle, mais selon un protocole bien déterminé de nettoyage et d'entretien de la peau et de cette prothèse. Ici au Bénin, on ne va pas les donner parce que nous pensons qu'elles n'auront pas les produits adéquats pour pouvoir les coller. Au Bénin, je ne pense pas qu'il y ait un endroit pour les prothèses mammaires, il n'y en a pas. Alors je crois que c'est un peu difficile pour ces femmes-là de pouvoir s'en trouver une, surtout qu'il faudrait qu'elles en soient informées également. Au Bénin, c'est encore tabou de voir quelqu'un qui reçoit une prothèse mammaire. La résidence de l'Union européenne au Bénin a ouvert ses portes jeudi dernier à 2 artistes, peintres et sculpteurs. Le vernissage qui a eu lieu en présence des amoureux des arts plastiques et de la peinture a également été suivi par une équipe de BB24. Découverte de ces 2 artistes par Ghislain Mbonou et Patrick Adjabodjou. Des bouts de bois sculptés et peints aux couleurs des variétés de cigarettes. Ici, ce sont des sculptures de bois brûlé. L'esprit d'innovation de Nathanaël Vaudouhet, artiste peintre sculpteur, est singulier dans le paysage des arts plastiques béninois. Vous allez constater que j'utilise le bois, que je sculpte d'abord la partie supérieure et après vous allez constater que je brûle. Vous voyez, je crame cette partie et après on ponce, on passe au ponçage, on fait tout ce qu'il faut et puis ça, je peins à la suite. La peinture de cet artiste sculpteur donne vie à des œuvres d'art dont l'esprit fait un zoom sur un fait de société. Ces sculptures parlent de la cigarette et mettent en lumière ce que les yeux ne peuvent pas voir. Je prends l'objet de la cigarette qui me sert de repère pour pouvoir parler un peu de la société, de tout ce qui se passe. Quand la personne fume, la personne se consume. Vous prenez une cigarette, ça se consume. C'est un peu comme la vie d'un être humain qui naît et qui se consume à petit feu. Nous devons faire très attention à tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons, parce que ce sont des choses qui nous consument en réalité qu'on ne voit pas. Lionel Yamadjako, c'est lui, l'auteur de ces œuvres d'art ancrées dans les formes et les portraits du continent noir. Ces tableaux, peints sur bois, sont vides de sens, sans les couleurs. Quand je suis dans mon atelier et je veux travailler, j'installe les couleurs devant moi. Donc en travaillant, avant de mettre une couleur sur une toile, spirituellement, je vois déjà la couleur sur la toile. La toile est devant moi et je réfléchis là. Donc quand je sens, quand je remarque une couleur sur une toile, je l'applique en même temps et puis je la dépose sur la toile. Et quand j'applique et que ça ne me dit pas, j'essaie de revoir encore, de tourner dans l'atelier. Et puis quand il y a une couleur qui me parle encore, j'applique la couleur pour mettre sur l'autre couleur. Du bout de ces pinceaux, mouillés par l'huile de pastel, à l'aide de l'acrylique, l'artiste peintre béninois fait un focus sur la vie en communauté. Chacun de nous, nous avons notre culture, nous avons notre religion, on n'a pas la même éducation, la même culture, la même identité. Quand même, on est arrivé à rester ensemble dans la même société. C'est ici, à la résidence de l'Union européenne, devenue une nouvelle galerie d'art des artistes béninois, que cette exposition a dévoilé les talents de Nathanaël et de Lionel, des talents qui forcent l'admiration. Ça ne tarit pas d'initiative, ça ne tarit pas d'inspiration, les artistes au Bénin. Je prends des choses qui traînent par terre, des choses qu'on mettrait au feu, tout simplement. Et je suis heureux de ça, que ça se passe comme ça chez moi. Il est évident que le Bénin est un pays qui peut être fier de ses artistes. Ça mérite d'ouvrir un musée ici, au Bénin, de l'art moderne. Un musée national de l'art moderne au Bénin, c'est possible. Ce vœu trouve peut-être déjà sa réponse dans la stratégie du gouvernement pour la relance du secteur des arts et de la culture. Ainsi donc se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous et bien entendu à Agnat Bello.
Uvaïs Balogou, bon début de week-end à vous aussi. On se rend compte, hein, vous êtes très heureux d'aller en week-end. Bien bon week-end à vous, mais surtout soyez sages. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. La revue de l'actualité web à présent. Les inscriptions pour le compte du certificat d'études primaires 2019 démarrent le samedi 20 octobre 2018. L'annonce a été faite le jeudi 18 octobre 2018 dans un communiqué du ministère en charge de l'enseignement maternel et primaire. Le registre d'inscription est déjà ouvert dans toutes les directions départementales de l'enseignement maternel et primaire. Les inscriptions prendront fin le 7 décembre 2018. Au-delà de cette date, aucun dossier ne sera accepté. Rencontre à Paris entre les acteurs du secteur privé français et le ministre béninois du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane. Les échanges ont permis d'exposer aux investisseurs français les besoins du Bénin en matière de recherche de partenaires techniques et financiers. C'est pour l'achèvement des projets de construction de l'aéroport de Glodigbe, de la centrale thermique et du contournement nord-est. Le ministre Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué de présenter également les autres opportunités qu'offre le Bénin. Il s'agit entre autres des domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'économie numérique, de la recherche et de l'innovation. Les acteurs du secteur privé français ont apprécié l'exposé du ministre. Cela leur a permis d'ailleurs d'avoir de nouvelles informations en matière d'investissement au Bénin. Néanmoins, certains d'entre eux ont soulevé des préoccupations auxquelles le ministre a apporté des réponses. Restons toujours au Bénin, mais pour parler cette fois-ci de la journée nationale de la certification. Le journal d'information La Nation nous parle des entreprises béninoises qui s'engagent pour la qualité. Cette qualité n'est plus aujourd'hui que l'apanage des industries ou des entreprises de haute technologie. Les domaines de l'économie, tels que le secteur manufacturier ou celui des services, y compris les professions libérales, sont aussi concernés. En raison de l'exigence de services de qualité aux populations, la certification reste le gage de sécurité pour le consommateur local. Cette journée est initiée par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Toujours en ce qui concerne le système de qualité des aliments, la vente de gibier souffre de la chaleur plus que de la peste porcine en Belgique. Le site d'information DHB nous apprend qu'en raison de la météo, les ventes tardent à décoller. Mais le Belge reste un grand amateur de cette viande de saison. Baptiste Outraive, porte-parole de certains vendeurs de Carrefour, affirme qu'ils n'ont pas toutes les références en rayon actuellement. Les consommateurs attendent qu'il fasse un peu plus froid pour manger du gibier. Une situation qui n'avantage pas les marchands de la viande du gibier. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Voilà, en attendant, les consommateurs de gibier n'auront qu'à se patienter. C'est sûr. Machel Ouattero, merci pour toutes ces informations. Nous passons à présent au rappel de la météo.
Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce dernier numéro du Grand Rendez-vous. Je vous retrouve semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.